Alors, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Stéphanie, Jules, comment très ça heureux va? de vous retrouver. Oui, ça fait longtemps, dites donc. Mais presque manqué. Presque aussi, presque. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor Hérault. On va parler du narcotrafic et cette question, est-ce qu'il est en train de faire sombrer la France dans une spirale de violence incontrôlable? On peut clairement se poser la question, à en croire les scènes de guérilla, jusque-là désormais qui épargnait plutôt les villes moyennes autrefois paisibles, Béziers, Limoges, Nîmes, Vendôme par exemple. Le week-end a été marqué par une flambée de violence sur fond de trafic de drogue. Mon invité politique est aussi Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône et co-auteur de la proposition de loi sur le narcotrafic qui vient d'être promulguée. Bonsoir Étienne Blanc. Bonsoir madame. Alors, dans votre rapport en 2024, vous indiquiez la France a atteint un point de bascule. Est-ce que clairement, nous sommes dans une situation quasiment hors de contrôle aujourd'hui? Je ne peux pas dire que nous soyons hors de contrôle, mais la situation s'aggrave. Et la situation s'aggrave à plusieurs titres. D'abord, c'est le développement de la violence. Et c'est la violence entre les gangs, c'est la violence des narcotrafiquants, mais aussi c'est une violence de rue qui est organisée par les narcotrafiquants. Le deuxième élément qui laisse entendre qu'on est en train de basculer, ce sont les affaires de corruption. Corruption dans des grèves de tribunaux de prison, corruption chez les agents publics, et le nombre d'affaires de corruption est en train de déborder. Et troisièmement, le troisième signe, ce sont ces masses financières colossales. On a des saisies de crypto-monnaies très importantes, on a des saisies d'entreprises, et on voit bien que le narcotrafic produit ce qui permet ensuite de corrompre et de développer la violence. Étienne Blanc, si vous voulez bien, dangereuse. Si vous voulez bien, on va prendre justement tous ces thèmes dans l'ordre. On va rester quelques instants s'arrêter sur cette ultra-violence. Vous dites, elle est, je ne sais pas si c'était votre mot exact, elle est organisée, en tout cas elle est voilà, mise en place d'une certaine manière par les trafiquants. Est-ce qu'elle est mise en place à dessein, selon vous? Mais bien sûr. C'est les trafiquants, pour qu'ils puissent faire prospérer leur business, il faut que la puissance publique s'évanouisse. C'est pour ça qu'il y a des narco-États. Quand vous êtes dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, l'État disparaît sous la puissance des narcotrafiquants. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Dans certains quartiers de nos villes, ils développent cette ultra-violence, ils instrumentalisent les jeunes. D'abord, ils les recrutent, ils les recrutent sur Internet. On les appelle les jobbers, ils ont ces petits métiers où ils gagnent 150, 200 euros par jour. Tout ça se développe. Donc, ces jeunes, ils cherchent évidemment à se soustraire à la puissance publique, à la police, à la gendarmerie et à la justice. Donc, tout ça désorganise l'État. Et c'est évidemment voulu et organisé par les narcotrafiquants. Alors, on voit, Étienne Blanc, que ça concerne désormais quasiment tout le pays, des zones jusque-là épargnées, des communes plus ou moins moyennes qui sont touchées, des communes aussi de droite, qui ne manquent pas toujours pourtant de moyens, comme à Béziers. Je crois qu'il est assez bien doté en termes de caméras vidéosurveillance. On connaît le maire Robert Ménard. 440 vidéos de surveillance. Merci. Et 130 policiers municipaux. Si, Jules, vous êtes une machine. Je suis là pour ça. Voilà, donc ce sont quand même des municipalités qui font le maximum. Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut en tirer une conclusion? Ça veut dire justement qu'ils sont dérangés dans ces villes et qu'ils réagissent, ces narcotrafiquants? Bien sûr. Ils réagissent quand vous installez une caméra, ils les détruisent. Ils tirent dessus avec des armes, ils montent le long des réverbères et ils les détériorent. Oui, bien sûr. Ils sont dérangés. Mais vous savez, comment est-ce qu'il faut raisonner, à mon avis, justement sur ce dossier-là? L'essentiel du travail doit être fait par l'État. Oui. Tout ce qui est renseignement, surveillance des trafics internationaux, acheminement et surveillance de l'acheminement en France de cette drogue, surveillance des flux financiers, etc. Ça, c'est le travail de l'État. Les collectivités territoriales, elles apportent un plus, c'est la surveillance de rue, et c'est une chose qui est très importante, c'est l'information et le renseignement. Parce que quand vous êtes maire, vous savez tout ce qui se passe dans la ville, vous savez les familles qui trafiquent, vous savez où ça se passe dans la cité. Eh bien, ces informations et ces renseignements, ils doivent remonter vers les services de l'État. Dans la loi que nous avons fait adopter avec Jérôme Durain, nous avons prévu un renforcement de ce qu'on appelle les CROSS,
ce sont ces cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants qui permettent d'échanger des informations et ainsi à l'État ensuite d'agir et de frapper fort là quand il le faut. Mais Étienne Blanc, on le sait, voilà, c'est pas la première fois qu'on en parle de tout ça. Il y a aussi la question de la coopération internationale avec certains États. Est-ce qu'il y a une forme quand même d'impuissance de la part de la France quand on voit que souvent ces grands trafiquants investissent, il suffit d'aller se promener à Dubaï ou sur la côte andalouse. Vous êtes allé, Jules Torres, en Thaïlande, vous avez constaté ça? Non mais voilà. Je suis en Guyane déjà. Trêve de plaisanterie. C'est vrai qu'il suffit de voir ces villes où gangrènent les trafiquants et où ils vivent paisiblement sous les cocotiers, voilà, avec les moyens de la drogue et du trafic de drogue qui se passe en France. Bien sûr. Vous savez, les amis me disaient, un de leurs fils est allé dans les Émirats, à Dubaï, et il dit dans l'avion, on estime que sur certains vols, il y a 50-60% des passagers qui vivent du trafic. Alors, comment ils ont ces informations, mais c'est une évidence. Il suffit de le voir, il suffit de le constater au même titre que quand on prend l'avion en Guyane et qu'on revient en France. On dit, et l'administration dit, la police dit, la justice dit, qu'il y a plus de 50% parfois des passagers qui transportent de la drogue, soit par ingestion, soit dans leur bagage. Donc on est évidemment dans une situation où il faut coopérer. Alors la Guyane, c'est un département français, on y arrive. Ce qui paraît insensé, c'est qu'on le sait et qu'on est impuissant. Mais c'est très intéressant ce que dit monsieur... Je pense que l'échange d'informations au niveau international, c'est absolument essentiel. Et là, l'affaiblissement de la France vis-à-vis de l'Algérie, il y a quelques mois encore vis-à-vis du Maroc, mais de manière générale, c'est un pays qui s'affaiblit dans sa puissance internationale. Il y a un sujet, par exemple. Vous savez qu'à une époque, on travaillait de manière très étroite avec les gouvernements du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous n'y sommes plus. Eh bien, la drogue, qui arrive par le golfe du Niger, dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle remonte, elle traverse le Sahel avec une facilité déconcertante. Et ça, c'est aussi un signe de l'affaiblissement de la France. Victor Hérault, ils vont se battre. Ils n'ont pas réussi à vous poser la question, Étienne Blanc. Nous venons de faire un tour du monde avec vous. On est passé par Dubaï. Moi, j'aimerais rentrer en France, dans le sud de la France, notamment à Marseille, qui est effectivement gangréné par le trafic de drogue. Et Nîmes, on l'a vu récemment dans l'actualité. On dit, on sait, tout le monde sait. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on ne le dit pas depuis le début, qui sont ces narcotrafiquants et d'où viennent-ils? Alors, ces narcotrafiquants, un grand nombre, ont des connexions très étroites avec les lieux de production. Donc ces narcotrafiquants, ils ont des liens très étroits avec l'Afrique du Nord. Vous avez dans le Rif des cultures de cannabis, essentiellement au Maroc, mais il y en a aussi en Algérie, il y en a aussi en Tunisie. Voilà. Alors les gouvernements luttent contre ces phénomènes de manière très très différente, parfois de manière très très efficace. Mais là, évidemment, il y a des connexions. Et puis les narcotrafiquants, ils ont aussi des connexions avec des réseaux d'Amérique du Sud. Et là, c'est essentiellement pour la cocaïne. Il y a des productions de feuilles de coca dans des exploitations agricoles. Il y a de la transformation, il y a des négoces et du commerce. Et on voit des réseaux sud-américains qui mettent un pied en France. Alors, ils ont des relais. Et souvent, ils ont des relais avec ceux qui trafiquent le cannabis. Dans les saisies... Jules Torres voulait vous interpeller, Étienne Blanc. Non, mais si je comprends bien, les narcotrafiquants sont à l'étranger. La drogue que les narcotrafiquants apportent vient de l'étranger. On a juste à rétablir des frontières, en réalité, si on veut taper la question du narcotrafic au cœur. Alors, c'est évident que le contrôle des frontières est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on voit bien, on a connu une diminution de nos forces douanières, on a connu, du fait de Schengen, de la libre circulation, un affaiblissement de la surveillance de nos frontières. Il faut évidemment rattraper tout ça. Je dis simplement une chose, c'est que surveiller les kilomètres et kilomètres de côte que nous avons, c'est très compliqué. Les narcotrafiquants, aujourd'hui, ils utilisent des systèmes, on a ce qu'on appelle le drop-off, c'est-à-dire ils balancent la drogue par-dessus bord à des kilomètres de nos côtes,
ils connaissent la carte des courants, ils savent où ces ballots s'approchent des côtes françaises, et ensuite, il y a des bateaux de pêche qui vont chercher ces ballots de drogue. Il y a aussi des sous-marins, on a vu ça récemment, des sous-marins qui sont soit accrochés sous des bateaux, soit aujourd'hui qui se pilotent automatiquement, contrôlés par satellite, qui arrivent sur la côte. Donc, c'est extrêmement difficile de surveiller l'ensemble. Il faut les deux. Il faut surveiller les frontières, il faut des contrôles plus stricts, et puis il faut aussi avoir un maillage national. Ça fait des années, c'est ça. Il faut. Alors, Étienne Blanc, vous faites votre possible. Vous avez d'ailleurs produit ce rapport qui a été repris par Gérald Darmanin pour sa loi, d'ailleurs inspiré notamment sur le modèle italien. Ça n'est pas la loi Darmanin. Attention, et ça c'est très important de le dire aux journalistes. Certaines dispositions. C'est une loi d'initiative sénatoriale. Et ça n'est pas. Non, je dis certaines mesures. Non, vous n'avez pas entendu. Excusez-moi, Étienne Blanc. Gérald Darmanin a repris certaines de vos mesures, c'est ce que je disais. Alors, c'est nous qui avons rédigé une proposition de loi. Elle a été votée en première lecture au Sénat, et puis ensuite elle a suivi le parcours. Alors évidemment, le gouvernement y a apporté un certain nombre de modifications, mais elle est bien d'initiative. Et ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est le Parlement qui a fait voter ce texte, alors même que depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, les gouvernements ont été défaillants. Moi, je partage entièrement votre analyse. Pourquoi nous y sommes pris aussi tardivement? Je vous pose la question. Je pense que c'est une question sociale. C'est qu'on a pensé à un moment que finalement, dans les quartiers, ça apportait une certaine paix sociale. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas lutté contre le trafic dans certains quartiers parce que ça apportait une certaine tranquillité. Tant qu'ils font ça, ils font pas autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment, Étienne Blanc, qu'aujourd'hui les choses vont changer? Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Vous savez, quand nous étions dans notre travail avec Jérôme Durin, nous avons reçu des magistrats mexicains qui venaient du Mexique dans le cadre d'échanges avec l'École nationale de la magistrature. Et quand ils sont repartis, ils ont dit la chose suivante. Ils disent, vous savez, la France, vous n'êtes pas un narco-État. Mais attention, il y a un certain nombre de signes qui laissent entendre que si vous ne faites rien, demain vous connaîtrez une situation comme la nôtre. Et c'est quoi la situation qu'ils connaissent? C'est de la corruption, c'est de la violence, ce sont des hommes politiques assassinés, des maires, des parlementaires, ce sont des magistrats sur lesquels on fait pression, ce sont des prisons qu'on envahit pour faire échapper les prisonniers, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France? 7 prisons attaquées, des actes de corruption, on en voit de plus en plus, la violence de rue, on la voit de plus en plus, des règlements de compte avec des meurtres, on en voit de plus en plus. Donc quand les Mexicains nous disent ça, on ferait bien de leur prêter une oreille très attentive. Merci Étienne Blanc d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Restez avec nous dans quelques instants. On va évoquer cette nouvelle passe d'armes entre Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot. Cette énième peut-être passe d'armes. Mais en tout cas, cette fois-ci, Emmanuel Macron devrait recevoir son ministre de l'Intérieur jeudi sur ce dossier. Restez avec nous sur Europe 1.